Les chélicérates sont la source de vos phobies. En effet, ce groupe est celui dont font partie les limules, les scorpions et les terrifiantes, enfin pas pour moi, araignées, ainsi que plein d'autres groupes bien moins connus. Les chélicérates sont un des deux grands ensembles qui composent l'embranchement des arthropodes, l'autre étant celui des mandibulates qui comportent les crustacés, les insectes et les mille pattes. On recense environ 100 000 espèces de chélicérates à ce jour, qui sont elles-mêmes divisées en deux grands groupes, les euchélicérates et les pycnogonides, communément appelés araignées de mer. Les premiers chélicérates connus sont Sanctacaris uncata et Mollissonia plenovenatrix, qui vivaient pendant le Cambrien il y a environ 505 millions d'années. On verra très rapidement les pycnogonides apparaître il y a 500 millions d'années, et on peut dire qu'ils sont vraiment chelous. Leur anatomie corporelle est composée d'un céphalothorax, donc la tête et le thorax combinés, ainsi que d'un abdomen. Sur sa tête, on peut observer une trompe accompagnée d'une paire de chélicères en forme de pince, ainsi que d'autres appendices comme les palpes et les ovigères. On observe aussi un tubercule oculaire portant les yeux. Le nombre des pattes peut varier selon les groupes, bien que le nombre soit compris entre 4 et 6 paires, chacune des pattes étant composée de 8 segments. Le tube digestif des pycnogonides est vraiment étrange, car il s'étale littéralement dans tout leur corps. Les pycnogonides n'ont étonnamment pas besoin de branchies, car elles respirent littéralement par la peau, dans un processus appelé diffusion. La taille des 1300 espèces de pycnogonides connues va de 1 mm à plus de 70 cm pour les espèces arctiques. Tous les pycnogonides sont marins, vivant dans tous les océans, ainsi que certaines mers et estuaires jusqu'à 7000 mètres de profondeur. Ils sont benthiques, donc ils vivent sur le fond des étendues aquatiques, à se nourrir de charognes ou d'animaux à corps mou, comme des cnidaires, des éponges, etc. Bien qu'on ne sait pas grand chose sur les potentiels prédateurs des pycnogonides, on sait que certains ont développé des mécanismes de défense, comme l'auto-amputation et la sécrétion de certains composés dans leur corps pour les rendre repoussants. Chez les pycnogonides, la fécondation est externe et les mâles portent les œufs sur leurs ovigères jusqu'à maturation. Les œufs donnent naissance à un stade larvaire nommé protonymphon qui est composé seulement du céphalon et de ses appendices. Après une mue, la larve atteindra le stade de post-larve, puis de juvénile avant de devenir adulte. Si la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir. Le reste des chélicérates est concentré dans le clade des euchélicérates qui est composé de groupes très variés. Le groupe des limules, le groupe des arachnides avec les acariens, les scorpions, les araignées, etc. et le groupe fossile des euryptérides communément appelés scorpions de mer. Les euchélicérates ont tous une anatomie commune, qui comporte un prosome, la fusion de la tête et du thorax, une paire de chélicères, une paire de pédipalpes, 4 paires de pattes marcheuses, et l'abdomen qu'on appelle aussi l'opistosome. Les plus grands chélicérates actuels sont les limules, un groupe très divers dans le registre fossile, qui est apparu à l'Ordovicien il y a environ 445 millions d'années, mais qui est aujourd'hui seulement réduit à 4 espèces. Elle possède une énorme carapace qui couvre le prosome, et une autre qui recouvre l'abdomen, qui est terminée par une longue queue, et possède une paire d'yeux composés et une paire d'ocelles. Elle possède aussi une paire de pédipalpes modifiés pour servir de pinces, qui sont très développées chez les mâles pour garder la femelle en place pendant l'accouplement. La dernière paire de pattes est aussi modifiée pour déblayer les sédiments comme le sable, ce qui est très utile quand les femelles pondent des œufs sur les plages, qui vont éclore et donner une larve trilobite qui diffère des adultes par sa queue et ses branchies non développées. Mue après mue, la larve va prendre 33% en taille et va peu à peu faire croître sa queue. Une fois adulte, les limules vont vivre dans les eaux peu profondes près des côtes, se nourrissant de crustacés, de vers et même d'algues. Mais malheureusement, les limules sont victimes d'enlèvements à l'échelle mondiale. Donc, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi donc quelqu'un ira kidnapper une limule? À quoi ça sert? Eh ben la réponse est assez simple. Pour leur sang. Oui, leur sang. Car le sang des limules, en plus d'être bleu, dû à la présence d'hémocyanine, un équivalent cuivré de l'hémoglobine, produit une substance, le lysate amybocyte de limule, une substance produite par ces globules blancs qui permet à l'industrie pharmaceutique de détecter la présence de bactéries. Environ 500 000 individus sont donc saignés annuellement pour récupérer cette substance, avec des taux de mortalité allant de 10 à 30%, bien que le véritable taux pourrait être beaucoup plus élevé vu la quantité de stress causé pendant la procédure. Bien que les limules soient aujourd'hui les plus grands chélicérates, dans les temps anciens, un autre groupe de chélicérates occupait cette position, les euryptérides, le groupe frère des arachnides. C'est un groupe de chélicérates qui existait de la période de l'Ordovicien il y a 467 millions d'années jusqu'au Permien il y a 250 millions d'années. Leur anatomie est composée des mêmes choses que tous les autres euchélicérates, donc un prosome, un abdomen, 4 paires de pattes, 2 yeux, etc. Mais avec quelques modifications. En effet, chez la majorité des euryptérides, la dernière paire de pattes a été transformée en une paire d'appendices natatoires, et chez une famille en particulier, les chélicères ont été transformés en une énorme paire de pinces, et comme pour les limules, leur corps se termine par une queue. Le tout premier euryptéride connu était Pentecopterus. Pendant l'Ordovicien, un euryptéride d'environ 1 mètre de long. Oui, c'est absolument énorme, même si sa taille pouvait parfois frôler les 2 mètres de long. Pentecopterus faisait partie de l'un des deux grands groupes d'euryptérides, les euryptérinés et les styloneurinés.
Les premiers sont caractérisés par la modification de leur dernière paire de pattes en un appendice natatoire similaire à celui d'un crabe nageur, et les seconds ne possèdent pas cette modification et ont encore plus primitif. Dans les périodes suivantes, le Silurien et le Dévonien, les Euryptérides vont dominer avec des formes généralistes comme Eurypterus, le genre d'Euryptéride le plus répandu de tous les temps. Mais pendant ces périodes, certains Euryptérides développent des adaptations pour devenir des superprédateurs, comme les Pterygotidés, des Euryptérides qui ont transformé leur chélicère en d'énormes pinces et sont devenus immenses. Tellement immenses que le plus grand arthropode n'ayant jamais existé en fait partie. Je parle bien sûr de Jacalopterus, un Pterygotidé du Dévonien qui mesurait environ 2,5 m et vivait dans des environnements comme des estuaires et des lagons où il faisait régner la terreur sur les mers. Mais après le Dévonien, la majorité des Euryptérides disparaissent à part un seul genre, Adelophthalmus au Carbonifère et au début du Permien, et les Stylonurinés prennent les devants avec des membres comme Megarachné et Hypertropterus. La ressemblance de Megarachné avec une araignée avait induit en erreur les paléontologues qui ont initialement découvert le fossile, car il a été classé en tant qu'araignée pendant environ 20 ans. Hypertropterus est aussi un euryptéride très intéressant, car c'était un des euryptérides les plus massifs n'ayant jamais existé, avec une longueur pouvant aller jusqu'à 2 mètres de long, avec un corps très épais, et un peu à la manière de beaucoup de crustacés d'aujourd'hui, il se nourrissait de débris et de petits animaux trouvés dans la vase. Mais même les Stylonurinés finiront par décliner, car dans la dernière période où ils sont connus, le Permien, on ne retrouve que 2 genres d'Euryptérides qui disparaîtront à leur tour pendant l'hécatombe du Permien-Trias qui emportait 95% des espèces marines, mettant un terme définitif à la lignée des Euryptérides. Mais le groupe frère des Euryptérides, le fameux groupe des Arachnides lui, a persisté jusqu'à aujourd'hui. La classe des arachnides est de loin le groupe de chélicérates le plus diversifié de tous les temps, représentant l'écrasante majorité des chélicérates modernes. Ils sont divisés en 12 ordres, chacun ayant une grande diversité de formes et de modes de vie. Les ordres principaux sont d'abord évidemment celui des classiques araignées et scorpions, puis les acariens, les parasitiformes donc les tiques, et quelques ordres mineurs, dont certains abritent des formes extrêmement terrifiantes. L'histoire des Euryptérides commence pendant le Silurien, une période où de nombreux groupes commencent à coloniser les continents. Et parmi eux, il y avait le groupe des Trigonotarbides, qui malgré leur forte ressemblance aux araignées, n'en sont pas les ancêtres directs, mais en sont plutôt un groupe cousin. Le second groupe d'arachnides à émerger sera le groupe des scorpions, avec Brontoscorpio au Dévonien, un scorpion géant dont la taille pouvait aller jusqu'à 1 mètre de long et qui avait un mode de vie semi-aquatique. La terrestrialisation des arachnides s'est probablement produite indépendamment plusieurs fois, comme dans le cas des araignées et des scorpions. À partir du Carbonifère, tous les ordres d'arachnides sont présents dans le registre fossile. Le premier ordre dont on va parler est celui des scorpions, un groupe de chélicérates qui inspire la peur, à raison, à toute l'humanité. Ce groupe est composé de 2000 espèces, trouvées dans tous les endroits chauds du monde, allant des forêts tropicales au désert comme le Sahara. Leur anatomie est très reconnaissable, avec leurs énormes pédipalpes modifiés pour servir de pinces, leur queue terminée par le fameux aiguillon qui renferme une aiguille couplée à 2 glandes à venin. Ils possèdent une paire d'yeux centraux ainsi qu'un nombre variable d'yeux latéraux. Les scorpions sont vivipares, accouchant directement de leurs petits en portée, allant de 3 à 100 individus au cours d'une gestation qui peut durer jusqu'à 1 an. Ils vivront ensuite sur le dos de leur mère jusqu'au temps de leur première mue. Certains scorpions comme Pandinus imperator brillent en la présence d'UV due à la présence de certains produits chimiques comme la bêta-carboline. Contrairement aux idées reçues, seulement 25 espèces de scorpions possèdent une piqûre mortelle envers l'homme, les autres ayant une piqûre à peu près égale à celle d'une guêpe. Le venin de scorpion est composé de petites protéines qui bloquent le passage de certains composants à travers les membranes des cellules, ce qui empêche les signaux d'être transmis dans les nerfs et les muscles. Les scorpions se nourrissent de toutes sortes d'animaux, criquets, guêpes, scarabées, voire même des lézards et petits mammifères qui les embusquent sauvagement avant de les déchirer avec leurs pinces ou les piquer avec leur queue. Bon, maintenant qu'on a assez parlé des scorpions, passons à un autre ordre d'arachnides tout aussi effrayant, mais beaucoup moins connu. L'ordre des solifuges, un ordre d'arachnides tout bonnement terrifiant, qui vivent dans les déserts chauds et arides du monde, comme le Sahara ou l'Arizona par exemple. Malgré leur grande ressemblance avec les araignées, ils en sont distincts par leur anatomie. En effet, le prosome et l'abdomen des solifuges n'est pas clairement séparé, leurs chélicères ont été modifiés pour servir de pinces, et ils sont totalement incapables de tisser des toiles. Les solifuges sont des carnivores généralistes qui s'attaqueront à peu près à tout, criquets, mouches, mille-pattes, araignées et même scorpions. En fait, ils sont tellement voraces que parfois les solifuges sont totalement incapables de se déplacer après leur repas, étant littéralement trop pleines. Un autre ordre d'arachnides peu connu et terrifiant est sans doute celui des amblipiges, un ordre d'arachnides trouvé surtout dans les forêts tropicales qui aiment squatter les grottes et dont on connaît environ 150 espèces. Leur anatomie est très similaire à celle des araignées, mais à quelques détails près. En effet, les pédipalpes des amblipiges sont modifiés en pattes ravisseuses
qu'ils utilisent pour saisir leur proie. Leur première paire de pattes n'est pas utilisée pour marcher, mais ont plutôt une fonction d'organe sensoriel comme des antennes. Leurs chélicères sont incapables de sécréter du venin et sont incapables d'utiliser la soie. Comme pour les scorpions, les amblipiges portent leurs petits sur leur dos après leur éclosion. Mais cela va encore plus loin, vu que les amblipiges juvéniles sont capables de communiquer avec leur mère et leurs frères et sœurs à l'aide de leurs antennes. Ce sont aussi des animaux territoriaux qui défendront leur territoire des autres amblipiges. Les amblipiges se nourrissent d'autres arthropodes et parfois même de vertébrés. Bon, je sais que vous attendez que je parle des araignées et des acariens, mais ce sont des groupes tellement complexes qu'ils méritent leur propre vidéo. Donc je vais sûrement en parler dans une autre vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours voir ma vidéo sur l'origine des arthropodes qui va s'afficher juste là.